Bientôt sur les antennes de STV. Passez une très bonne nuit. À bientôt. Pour pouvoir faire ce détournement de trafic, Oui. le Cameroun avait aussi intérêt à faire la même chose en se posant dans d'autres pays, par exemple. Mais ces pays n'ont pas de marché de transport aérien. Il y en a combien en Afrique qui en ont? On n'est pas nombreux. Le transport aérien de niveau 1. Attendez, hein. Beaucoup s'amusent à en créer quelle compagnie là. Non, non, non. J'ai été consulté plusieurs fois. Je suis l'un des rares qu'on a consulté qui ont dit non, il ne faut pas dépenser votre argent pour rien. Dans la sous-région, par exemple. Oui, dans la sous-région. Combien? À faire quoi? Du avoir transport un marché, aérien, oui. Du transport aérien de niveau 1, Oui. comme le Cameroun. Je ne veux pas créer des, parce qu'il y a des polémiques qui vont se créer. Oui. Mais je peux vous dire, le Cameroun, en principe, vu comme tel qu'il est, il est petit. Il est petit, il a une petite population, il n'a pas une économie bien développée. Mais il y a des pays, il y a des gens chanceux comme ça. Sa position géographique lui permet d'avoir un marché. Je vous prendrai le cas, par exemple, avec une analogie d'un village appelé Boumniébel sur l'axe Loro. Si on faisait de Boumniébel un État, Boumniébel, son PIB serait de combien? Pas grand-chose. Les maniocs qui sortent du champ, les millions qu'on a attachés, voilà. Mais son PNB serait, je ne sais pas combien de fois, X fois, hein, Oui. son PIB. Pourquoi? Sa position. On s'arrête là. C'est un point où on s'arrête. Il y a donc, à l'époque c'était quelqu'un sur la route du nord, de l'ouest, autant il y a des villages comme ça dans les pays, autant il y a des pays comme ça dans le monde. Le Cameroun peut se targuer, de par sa position, de faire vivre une compagnie aérienne de niveau 1. Cette position lui confère ce qu'on appelle une carte commerciale considérable, lourde. Si le Cameroun n'était pas en mesure d'avoir une compagnie aérienne de niveau 1, nous serions les premiers à le dire. Il ne faut pas se casser la tête. Donc, d'accord. Alors, il y a ces problèmes, malgré notre position géographique et malgré les mauvaises négociations, c'est-à-dire le cadre juridique. Mais quand on a une compagnie qui a des avions qui tombent en panne tout le temps, dans un marché concurrentiel, quand on vous dit tout le temps que le réacteur est en panne, il faut qu'on change tel moteur, l'avion a été retenu, même si on est dans le meilleur cadre juridique au monde, est-ce qu'on peut convaincre les clients de choisir notre compagnie plutôt qu'une autre qui est plus sérieuse? Vu cette photo, on ne peut pas. Ça, c'est une photo. Est-ce que ce n'est pas la réalité quand vous dites que c'est une photo? Mais la photo, c'est la réalité. D'accord. La photo ne va pas vous décrire autre chose que ce qu'elle vous donne. Oui. La photo vue ainsi, c'est la réalité. On ne peut pas. C'était difficile. Et même la caméra vers la fin. C'était ça aussi. Et toujours les mêmes causes qui créent les mêmes effets. Donc c'est un cycle de pauvreté. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis à disposition pour la création de Camerco. Il y a eu des subventions au début, pendant longtemps, 4 milliards chaque trimestre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir, ne serait-ce que des avions qui ont un standing où les passagers peuvent entrer et se dire on est quand même dans une compagnie, même s'il n'y a pas beaucoup d'avions? Vous me poussez à entrer dans certains détails. Le premier DG de la Camerco, c'est un certain Albert Mitono. C'est un pilote d'essai. C'est différent du pilote de ligne. Parce qu'un pilote de ligne, ça connaît au moins les coûts d'exploitation. Ça regarde le nombre de passagers, ça se pose des questions. C'est un gros cadre de compagnie de transport aérien. Un pilote de ligne. Un pilote d'essai, c'est pas ça. Il ne gère rien du tout. Voilà celui qu'on retrouve pour être premier pilote, puis premier DG de Camerco. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il ne connaît rien du tout. Le deuxième s'appelle Alex Van Elk. Alex Van Elk. Madame la journaliste, je vous assure, pour nous,
notre éducation à nous, qui nous amène à connaître la honte. Nous sommes gênés quand on voit un individu comme Alex Van Elk. Je ne dis pas ça aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois. Oui. Vous l'avez beaucoup combattu d'ailleurs à l'époque. Je n'ai pas combattu, je ne combats personne. Je ne lui, combats. Non, vous, je luttais je luttais pour la bonne santé de la Camerco. Oui. Et vous pensiez que pour la bonne santé, il fallait qu'il parte? Je ne pensais pas, je le disais. Je le disais. Vous disiez parce que Monsieur vous pensiez... Van Elk ne méritait même pas d'être chef de section à la Camer. Au Cameroun, si M. Alex Van Elk, que M. Comment il s'appelle là, M. Simenier, lorsqu'il cherche un DG, il dit j'ai la haute main sur la Camer, M. Simenier prend des candidatures et dit les Camerounais n'ont que des diplômes. Il a trouvé un homme d'expérience, il amène Alex Van Elk. Une honte pour ceux qui en ont le sens, la culture. M. Alex Van Elk reçoit beaucoup de subventions. Mais c'était pour faire quoi? Pour lui poser la question. Il n'est malheureusement plus là. Ben, il n'est plus là parce qu'il a fui. Suivez bien, Van Elk n'est pas parti à la suite de la désignation de son remplaçant. M. Van Elk a fui ce pays. Avant lui, c'était M. Roy Harry Purcell qui avait fui. Qui est Roy Harry Purcell? Roy Harry Purcell, c'était le directeur financier de M. Alex Van Elk. Ce monsieur, d'après mes données d'information, a vu tellement de détournements qu'ils ont fait ensemble. Il a vu tellement d'impunité qu'il s'est dit non, c'est un piège qu'on leur tend. Cette affaire ne va pas bien finir. Il a fui. Il avait fui, comme on dit au quartier, il a fui tout seul. Oui. Le deuxième à fuir, c'était Alex Van Elk. Lui, il a attendu la plainte du syndicat avec l'aide d'un avocat, M. Maître Kengoum, du cabinet Kengoum, qui nous a tenu la main gratuitement. Ça peut se faire quand même. Merci encore. À la suite de cette plainte-là, M. Alex Van Elk a fui. Cette plainte était fondée sur un rapport du commissaire de compte qui ressortait les détournements de fonds publics opérés par M. Van Elk et son équipe. Détournement de fonds publics. Donc, les subventions, elles allaient où? Le troisième directeur général, c'est M. Mathis Boitienne. M. Mathis Boitienne était directeur, était d'abord consultant sous M. Van Elk, ensuite recruté comme directeur technique. On l'appelait directeur de la Camerco. Il était le patron de beaucoup de contrats. Monsieur Mathis était déjà convaincu de beaucoup de détournements quand il est directeur technique. Monsieur Mathis va démissionner parce que Monsieur Mbozo, DGA, noir, lui a laissé une demande d'explication. Il a demandé à M. Van Elk d'annuler ça. Van Elk n'a pas pu le faire. Il a dit vraiment là, il ne peut pas supporter cette humiliation. Il est parti. Il est parti et après lui, M. Van Elk va fuir, longtemps après. Et M. Mbozo assure l'intérim, mais il est DGA. Et à Yaoundé, nous avons tous suivi le film des tractations du réseau qui a nommé Van Elk. Il fallait faire revenir Mathis. On est passé par un semblant d'offres, n'est-ce pas, après la candidature. Oui. Mais nous tous, c'était sur STV ici, que le professeur Boya Manassé, qui avait fait ses propres enquêtes, avait déclaré ici que cet appel à la candidature est factice. En réalité, on veut nommer Mathis. Et le profil qui était défini était le profil qu'on était en train de fabriquer à Mathis à l'hôtel Hilton. Oui. Mathis, malgré ce lourd passé, va être nommé DG de Camerco. Ici, en républicain que nous sommes, le chef de l'État a nommé quelqu'un, nous les laissons faire. Peut-être qu'il peut changer. Mathis n'avait jamais changé. Il était revenu avec la même mission, les mêmes intérêts, c'était pour voler de l'argent. Et j'aurais pu vous montrer ici un contrat, mais je peux vous en parler. C'est un contrat qui met les pilotes à la Camerco. C'est d'une société un peu... elle est européenne, cette société. Cette entreprise, ce contrat, vous le lisez et vous voyez que dans ce contrat, on a volé 1 milliard. Là, ce contrat est là. Je le détiens. Je ne suis pas seul à le détenir. Il m'a été donné à Yaoundé, entre autres contrats. Et M. Mendouga, que je cite sur ce plateau de télévision, m'a montré, il ne me l'a pas remis cette fois-là, un contrat où M. Mathis Boitienne, pendant qu'il était directeur technique, avait signé à gauche comme prestataire et à droite comme directeur technique à Merco.
Sur le même contrat? Oui, les deux. Ah, j'ai supplié qu'il me donne ce contrat, il n'a jamais donné. Il est parti à la retraite. Et je lui ai dit, maintenant que tu pars, donne-moi ce contrat. Il m'a dit non, non. Il avait laissé ça, comme on va me donner. J'ai marché derrière les hauts cadres du ministère des Transports. Ils ne me l'ont pas donné. Moi, je comprenais par la suite, avec les ramifications de ces réseaux, qu'on avait préféré protéger Matige. Donc voilà le Matige qu'on va nommer DG. Que pouvait-il faire? Il n'avait jamais rien géré, lui non plus. Il s'agit sur des gens qui n'ont jamais rien géré. Oui. Et qui ne sont pas honnêtes. Qui ne sont surtout pas honnêtes. Alors, on nomme M. Mboto-Edimo, d'abord DGA. Quand M. Mboto-Edimo, c'est très important. Quand M. Mboto-Edimo est DGA, le ministre délégué au transport nous reçoit à la suite d'une audience que nous avons demandée. Il devait y avoir tout le staff managérial de la Camerco et tous les syndicats. Nous étions là, tous les syndicats étaient là, et Kedi, et Simi, et Yango, Mambingo, Mme Akembene Tchoukwalidi, et nous étions là, nous tous. Avec tous les directeurs de la Camerco, sauf les Européens qui n'étaient pas venus. Oui. Ils ont méprisé. Première convocation, ils ne sont pas venus, on l'a renvoyé à la semaine d'après pour qu'ils puissent être présents. Ils ne sont toujours pas venus. Ils s'étaient tenus. Et le délégué nous avait dit, ces gens ont fait environ 150-170 contrats, dont une centaine sont fictifs. C'est-à-dire que vous voyez, entre Camerco et établissement ABC, quel contrat a été passé? ABC n'existe pas. Mais tous les mois, le contrat ABC est payé. Avec une telle situation, que voulez-vous que vous pouvez faire? Où peut aller cette compagnie? Alors, elle a d'un côté le cadre juridique qui est contre elle, Oui. de l'autre côté des DG, qui avec des dirigeants qui les protègent, qui n'entendent pas faire que ça marche. M. Boto était DGA à cette époque, il était présent à ces réunions. En tant que citoyen camerounais. On pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Il est nommé DG. Il a la mission express de réviser ses contrats. Il ne le fera pas. Et pourquoi? Ben, vous le posez la question. Je peux répondre à sa place. Oui, parce que pour les autres, vous avez quand même dit qu'ils étaient dans ce réseau-là. Est-ce que, d'après vos informations, M. Mboto-Edimo faisait également partie du même réseau? Je ne peux pas le certifier avec force. Je ne peux pas le dire avec force. Mais M. Mboto, loin de réviser ses contrats, va en prendre un autre tout aussi mauvais. Tout aussi mauvais. Et les complices internes des premiers prédateurs deviennent les collaborateurs proches et amis de M. Mboto-Edimo. Quand je vais parler tout à l'heure, on va me soupçonner, là maintenant, parce qu'on m'a recruté. Alors, il faut bien comprendre. M. Van Elk avait envoyé un de ses hauts cadres me recruter. Nous étions nombreux, tous les syndicats, nous étions à la Camerco plusieurs fois pour demander l'application de l'article 8 du décret créant Camerco qui disait de prendre les anciens de la Camerco. Alors moi, comme vous dites, j'ai beaucoup combattu. Il a envoyé son haut cadre, M. Ekoma, je le cite, me voir. Et M. Ekoma est venu me voir pour me dire que moi, on veut me recruter. Mais je dis non. Nous venons là pour qu'on recrute tous les anciens. Ce n'est pas pour moi seul. M. Ekoma, je le remercie. Il m'a amené manger au Méridien sans publicité plusieurs fois. Oui. Mais j'ai dit non. Donc, M. Boto également va me proposer de me recruter. À ce moment, non, ça ne se passe pas comme ça. Et il y a environ 6 mois, j'ai parlé à M. Mboto-Edimo de toute cette situation, de tous ces textes, et tout. Il n'a pas écouté, il a préféré faire ce qu'il a fait. Alors, comment vous pensez que cette compagnie pouvait s'en sortir? Bon, maintenant arrive M. l'actuel, qui commence, parce qu'il reçoit lui aussi la mission, oui. Révision des contrats. Alors, il démarre, je vois un contrat là, dans sa technique, qu'on est en train de réviser. Ce contrat va ressortir si on finit par le réviser. Mais il est en cours. Des avocats s'en sont. Mettre un avocat camerounais la veille en main, il a tout ressorti. On a trouvé nécessaire d'y associer d'avocats français. Je ne sais pas trop pourquoi. Et le Camerounais qui était auteur de tous ces faux contrats est encore impliqué dans la révision de ces faux contrats dont il est lui-même auteur. Allez y comprendre quelque chose. Si ça va, tout ça va très bien se passer. Bref, on a lancé une commission de révision des contrats. Alors, autant vous dire donc qu'il y a une sorte de panier percé
dans lequel tout l'argent entre. La comptabilité qui était à Dubaï, si ceci n'était pas au Cameroun, vous voyez ce que ça signifie. Pourquoi la comptabilité de Camerco se trouvait-elle à Dubaï? Demandez aux super dirigeants de M. Simimenyé, qui sont, comment ça s'appelle, Alex Van Elk, M. Yann Philemon, qui était PC à l'époque, puissance PM, qui a pesé pour la nomination de M. Matige. Pourquoi on met la comptabilité de Camerco hors du Cameroun, à Dubaï? Allez leur demander. Vous verrez plein de choses. Je vous parle d'un contrat. À première vue, je peux vous montrer, on a volé 1 milliard ici. Et il y en a comme ça plein. Il y a le contrat de technique. Pourtant, sa technique doit fournir 8 techniciens à Camerco en permanence. Ils en fournissent 5, mais ils sont payés 8. Avec hébergement et tout. C'est des milliards de francs, plus de 20 milliards de francs, apparemment, qui vont partir là. Si on fait règle de 3, combien vont coûter les 3 qui n'ont jamais été ici? Où est parti leur argent? Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. L'argent qui a été dilapidé, n'est-ce pas, par le biais des subventions. Et que fait le ministère, enfin, que font les ministères de tutelle? Je sais que vous en avez deux, vous avez le ministère des Finances et vous avez le ministère des Transports. Quel est leur rôle dans tout ce qui se passe là? Que font-ils pour? Parce que si vous le savez, et on sait qu'on l'a souvent décrié sur les plateaux, est-ce qu'il leur est arrivé de prendre des décisions fortes quand même au sein de l'entreprise depuis? Vous êtes dans le système, fortes, vous pouvez nous dire. Oui, des décisions fortes. Je vous parle déjà de cette loi. Oui, mais au-delà de la loi, là, on est sur les fautes de gestion. Oui, mais vous avez suivi l'histoire qu'a fait le ministère des Transports. Le ministère des Transports, peut-être qu'ils ont fait des rapports là-bas à la présidence pour dénoncer. Je ne suis pas au courant, je suppose. Mais ils avaient tous ces contrats. Je les viens de les mains de M. Mendouga. Il y a une partie entre les mains de M. Ndoun. Ces contrats sont là. Il les possède au ministère des Transports. Vous savez de quoi il parle quand il dit. Je veux dire que ce ministre délégué qui a dit qu'il y a plus de 100 contrats dont une centaine ou combien sont faux. Bah alors, vous demandez ce qu'ils ont fait. Ils le savent que c'était faux. Et qu'est-ce qu'un faux contrat? C'est de l'argent qui s'en va. C'est de l'argent tous les mois qui s'en va. Même si on me dit que ces contrats sont déjà périmés, ils sont morts de leur belle mort, mais ils ont coûté de l'argent. Cet argent qui aujourd'hui se transforme en déficit, en dette pour la Camerco. Il faut pour le moins les réviser, les auditer et regarder un peu la structure de la dette. Et voir qui en sont les principaux responsables. Ouais. D'accord. Maintenant, Camerco a également un autre problème. On va parler tout à l'heure de la flotte, mais il y a le personnel de l'entreprise. C'est quand même que les statistiques sont claires. Il y a plus de 500 employés dans Camerco pour une flotte qui a moins de 5 avions finalement. Parce qu'il n'y a que 3 Boeing et puis les 2 MA60 qui n'ont jusqu'à présent jamais fonctionné. Vous êtes président du syndicat des travailleurs. Qu'est-ce que vous dites de ces chiffres? J'en dis, je suis très à l'aise pour en dire ce que j'en pense. Camerco a des projets. C'est une entreprise qui est dans le coma. Mais on n'entend pas l'enterrer. Et si on veut qu'elle vive, il faut bien qu'elle vive. Donc il faut garder autant d'employés qui ne sont pas employés, forcément tous employés, c'est-à-dire qui peut-être ne fournissent pas beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement. Oui. La nouvelle équipe dirigeante, c'est-à-dire le conseil d'administration, direction générale, il faut jamais, on ne voit jamais le conseil d'administration, alors qu'il faut souvent en parler, il faut souvent le doiter dans les situations qui se passent dans une structure. Elle est une structure qui fonctionne, agissante. Ils ont des projets d'acquisition d'avions. Ça va? Oui. Ils ont des projets d'acquisition d'avions. Ils ont des projets de création d'un centre de maintenance aéronautique. C'est-à-dire revenir à ce que la Camer était avant. Et ça, le Cameroun est en droit d'ambitionner cela. Ils ont le projet de reprendre au moins le taux d'assistance. Et ici, comme l'avait fait en 1971 à Idjo, ce n'est pas le jour où vous avez des avions, où vous avez créé que vous allez recruter le personnel. Il faut qu'ils soient recrutés et formés avant. Ces projets, ces ambitions, si on veut qu'une compagnie vive, que Camerco vive, elle doit acquérir des avions. Elle ne peut pas vivre avec cette flotte qui est là maintenant. Ce n'est pas possible. Mais elle doit garder ce personnel. Alors, en prévision de ces acquisitions, elle recrute le personnel qu'elle doit former.
Sauf qu'elle peut le faire progressivement. C'est un peu ça la question. C'est-à-dire que, d'accord, on a des projets, mais on sait que normalement, quand on planifie les projets, il y a le court, le moyen et le long terme. Bon, maintenant, si, comme c'était le cas, on vous dit qu'on va vous donner, vous avez cet argent qu'on va vous donner demain. Et avec, tel que cet argent est là, avec vous, ce que vous savez que vous pouvez faire, vous pouvez acquérir tout ça très rapidement. Vous avez fait quoi? Vous mettez à recruter progressivement? Ah non, 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 non. Cet argent va vous faire acquérir 2 avions. Vous pouvez déjà avoir le personnel de ces 2 avions. Si ces 2 avions, par exemple, cet argent avait été, puisque d'après ce qui en a été dit, cet argent devait servir à prendre des avions, certainement peut-être en location vente, peut-être en location simple, mais en tout cas à acquérir des avions, quelle que soit la forme. Mais madame, dans ce cas de figure, le personnel actuel est tout à fait adapté. Ah bon? Tout à fait. Comment ça? Et bien sûr, s'ils sont environ 600 ou 700 pour 5 avions, si on prend dans nos ratios du tiers-monde, 150 par avion, pour 5 avions, c'est 750. Mais 150 personnes par avion, oui. Est-ce que ce n'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Essayez-vous de nous présenter les choses. Alors, 150 personnes par avion, que font exactement ces 150 personnes? Quels sont les différents domaines d'affectation et de combien de personnes peut-on avoir besoin dans chacun de ces domaines? Non, non, je ne vais pas me lancer dans... Non, c'est juste pour comprendre parce oui, que... non, non, je vous dis, il y a des normes dites tiers-monde, oui. Il y a des normes dites industrie. Industrie, ce sont les pays développés. Tiers-monde, c'est le pays sous-développé, là où l'homme est à la fois matériel et humain. Et puis, ces normes, en fait, chacun regarde selon son secteur, ses salaires et ainsi de suite. Mais Air Ivoire a à peu près sa flotte est meilleure encore que celle du Cameroun, mais elle a moins de 200 employés. Ils ont combien d'avions? Ils en ont 4 minimum. Quel type d'avion? Alors maintenant, je n'ai pas regardé les marques, pas regardé. Mais ils ont quel modèle économique? Ils ont quel modèle économique? Nous avons un modèle économique d'internalisation. Oui. Nous avons tout internalisé. La caméra d'avant, les gens qui étaient l'avant, avaient externalisé. Vous avez la comptabilité qui était à Dubaï, donc on n'a pas besoin de comptable au Cameroun. La technique qui était confiée à Lufthansa, on n'a pas besoin de maintenance camerounais. Vous comprenez un peu? Autant de choses qui sont externalisées. Chacun a son modèle. Si la Cameroun dit que moi j'internalise, elle aura un effectif différent. Donc il faut d'abord voir quel est le modèle. On n'en parle pas comme ça. Donc, mais en plus, je vous dis quelque chose. Et je crois que je peux le dire puisque c'était aux informations. Je n'étais pas seul, j'étais avec mes amis du fret qui étaient chez moi. C'est Air France qui s'est passé dans leur chaîne de télévision, TF1. C'était aux informations. Il y a moins d'une semaine. Il y a 10 avions qui risquent qui pourraient être retirés de la flotte parce que des servantes de ligne non rentables. Cela correspondra à 3600 suppressions d'emplois. 3500. On est ici en norme industrie. Oui. Voilà. Ça va faire combien? Arithmétiquement, ça va faire combien par avion? 350. Oui. Bon. Donc, chacun, mais pourtant, on est en norme industrie. C'était aux informations, je n'avais inventé, je n'étais pas seul. On était au moins 4 chez moi. Donc, chacun a son modèle. Comment ça s'appelle? Roi et Maroc. Ils sont peut-être à 90 ou 100 par avion. Norme industrie, c'est vraiment du top. Ici, au Cameroun, venir faire moins de 100 par avion, aujourd'hui ici, franchement, je ne sais pas. Quel est ce modèle? J'ai suivi vos explications, mais c'est vrai que j'ai toujours pas réussi à comprendre pour une entreprise qui ne marche pas vraiment, pourquoi on a besoin d'autant de monde, même si ce qu'on aime en tant que Camerounais, c'est de voir que elle ne marche pas, mais elle ambitionne de marcher. Mais quand? D'accord, c'est là donc peut-être que la question peut se poser. Quand est-ce qu'elle ambitionne de faire? Enfin, je veux dire l'ambition, mais quand est-ce qu'elle va marcher? Ça c'est donc la question à poser aux dirigeants, à tous les dirigeants. Vous pensez qu'elle va marcher un jour, vous, personnellement? Soyons clairs. Tout part, nous sommes dans une entreprise commerciale. Tout part du marché. Pourquoi voulez-vous que sur le macabo de Yabassi passe sur le marché et que la terre est fertile et que le macabo est cultivé? Pourquoi ne voulez-vous pas que j'espère un jour vendre mon macabo? Pourquoi? Non mais pourquoi je veux dire que tout le monde, quand il met sur pied un business, espère qu'il marche. Maintenant, c'est une chose que d'espérer ou de rêver que ça marche. Et c'est une autre chose de se dire ça va marcher parce qu'on regarde, il y a des éléments
probants qui nous prouvent que oui, on a fait ce qu'il faut et qu'effectivement, si on a posé les bonnes actions, on aura de bons résultats. Alors, moi, je me dis, on ne va pas tout le temps marcher sur la tête dans ce pays. Un matin, on va marcher sur les pieds. Cameroun, ça a bien marché. Ce n'était pas la magie. Ce n'était pas un contexte différent sur le plan commercial de celui d'aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui a changé et qui me fait comprendre que ça va marcher. Ça a été très très dur. Mais le gouvernement a changé la loi 98/23. Cette loi qui tuait la Camer et qui tuait Camerco. Cette loi a changé. Elle a été abrogée par une autre loi, 2013/010. C'est cette loi qui est en vigueur aujourd'hui. Cette loi ne donne plus à la CCAA le pouvoir qu'elle avait avant. Vous comprenez? Ici, rien qu'avec ça, si maintenant les textes qui vont suivre, qui sont des textes d'application de cette loi, qui vont sortir, respectent la position, le statut de la Camerco, rien qu'avec ça, je peux vous garantir, et oui, mais évidemment, ce n'est pas tout, il faut une bonne gestion. Rien qu'avec ça, je peux vous garantir que dans quelques jours, là, Camerco va changer de physionomie. Et vous avez parlé des directeurs, hein, et quand on parle de marché, j'ai envie de vous poser la question sur la gestion. C'est depuis juin 2014 que le nouveau directeur est en place. Et donc, vous qui êtes dans la maison, j'ai envie de vous demander, déjà, comment est-ce que lui, il a fait pour vous convaincre de revenir quand les autres ont échoué? En fait, ce n'est pas lui directement. Je peux le dire clairement, c'est le PCA que j'ai vu à l'œuvre quand Mboto était DG. On a eu quelques entretiens, parce que c'est lui qui dit à Mboto Edimo, quand M. Mboto est DG, je crois qu'il est PCA de Mboto Edimo, il est le PCA de M. Mboto Edimo, nous sommes à l'hôtel Méridien, quand il dit à M. Mboto Edimo de reprendre les anciens, c'est lui qui le lui dit, quand il venait d'être installés tous les deux, de reprendre les anciens de la Camer. M. Mboto ne le fera pas. Il a donné sa vision, et ainsi de suite. Ça m'avait intéressé. Donc, nous avons eu des contacts, plusieurs contacts. En fait, c'est à partir de lui que je suis convaincu que l'équipe a cette même vision, veut faire du sérieux, et c'est ainsi que je signe mon retour, pour ce qui est de mon cas particulier. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous après un an de la gestion de M. Nana Sanjo? Monsieur Nana Sanjo trouve un contexte très très difficile. Et je ne vais pas parler toujours de monsieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis cohérent, du directeur général. Je parle de tout le conseil d'administration. Oui, mais vous avez parlé, je voudrais quand même qu'on parle de sa gestion, parce que en même temps, on a parlé de la gestion des autres. Hein. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la sienne? Il fait donc la révision des contrats. Oui. Et puis, depuis un moment, on parle de... Il est en train de rattraper la comptabilité, qui est revenue maintenant au Cameroun. Oui. Il a rattrapé la comptabilité. Là, il y a ce qu'on appelle IOSA. Nous allons, je crois que d'ici la fin de la semaine, ou la semaine prochaine plus tard, parce que IOSA a travaillé, il était déjà venu en début. Et puis, dès qu'il s'est installé, IOSA est arrivé. IOSA, c'est quoi? C'est un audit opération de sécurité. Si vous entrez dans IOSA, vous pourrez maintenant entrer dans IATA. Et entrer dans IATA, vous pourrez jouer, comme on dit, je l'ai dit dans les mêmes termes, dans la cour des grands. Et ça, c'est très intéressant. Quand même, que ce soit une petite compagnie qui va juste vendre des billets, des petits sauts de puce, on pourra signer avec de grandes compagnies, entrer dans de grands groupes. Ce sera formidable. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'il est en train de faire. J'ai dit ce que les autres n'ont pas fait, j'ai dit ce que lui, il est en train, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-ci. Oui, et qu'est-ce qu'il n'a pas fait, lui, qu'il aurait dû faire en un an aussi? Ben, très rapidement, il fallait réviser les contrats. On dirait qu'il y a quelque chose qui le bloque dans cette affaire. Très très rapidement, il fallait réviser les contrats. Il fallait les auditer. Il fallait faire un état des lieux assez lucide. Il aurait vu que le cadre institutionnel ne lui permettait pas de se déployer. Une étude peut être faite là-dessus, ce n'est peut-être pas tard. Très rapidement, ça, il aurait pu le faire. Il a lancé la zone de contrat, c'est vrai, il l'a lancé au moins. Mais la vitesse, à mon sens, n'est pas la bonne. D'accord. Mais vous trouvez qu'il a le meilleur charisme de... je ne dis pas qu'il est bon, je ne veux pas trop m'étaler. Bien sûr, par rapport, je viens de citer, les bases sur lesquelles
j'avais parlé des autres, à partir des mêmes bases, ben, je crois qu'il a quelques points de plus que les autres. D'accord. Alors maintenant, on parle de la flotte de Camerco. C'est que on réalise qu'il n'y a pas beaucoup d'avions. On a donné les chiffres et des avions qui sont en panne tout le temps. Est-ce que, comment expliquer le fait que les avions de Camerco, qui somme toute ne travaillent pas beaucoup, sont en panne tout le temps? Là, je peux vous le dire, ça c'est le côté. C'est vrai, vous me posez la question. C'est quand même moi qui suis de Camerco. Oui. Non, je crois qu'il y a des lacunes. Il y a de graves lacunes quelque part et qu'on ferait bien de regarder. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le cycle de pauvreté. Je reviendrai, vous ne pourrez pas m'empêcher de venir sur cette loi qui cloue Camerco dans la pauvreté. Mais cette loi n'a pas empêché qu'on nous donne à Camerco des milliards qui lui auraient permis d'acquérir de meilleurs avions. Je vous ai dit où cet argent est parti. Oui. Je l'ai dit. Maintenant, que les dirigeants du pays fassent leur travail et qui demandent aux gens à qui donnent l'argent, où est parti l'argent. Et les deux MA60, où sont-ils? Mais ils sont là, les deux MA60. Pourquoi ne volent-ils pas? Ben, il y a un problème d'immatriculation, il y a un problème de certification. Mais je dis, je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas biaïste, mais si c'est M. Biya qui a eu cette idée, il a eu une très très brillante idée. D'acheter des MA60. D'acquérir des avions adaptés aux sauts de puce. Je l'ai dit sur votre plateau plusieurs fois. C'était magnifique. Parce que lorsque vous allez faire les sauts de puce avec les 737-700, c'est comme si vous mettez une Mercedes 600 pour faire le rond-point des deux Bonanjo. Ce n'est pas adapté. Même si vous remplissez cette Mercedes-là, hein, vous êtes déficitaire. Et combien de temps est-ce que ça peut prendre, hein, parce que vous êtes un professionnel du secteur, pour certifier un avion pour que plusieurs mois après qu'on... Le problème ici, c'est que l'immatriculation avait déjà été faite armée, alors que l'avion était... Et ça ne se commence pas comme une voiture qu'on va changer ensuite. Mais pourquoi? Puisqu'on nous dit dans les contrats clairement que ces avions, il y en a qui sont partis, qui étaient destinés à l'armée, mais ceux-là étaient destinés à Camerco. Pourquoi les a-t-on immatriculés armés? Là, je vous aurais à moins que vous ne vouliez pas répondre. Hein. C'est pas que je ne veux pas répondre. Oui. Nous allons tous nous poser cette question. Ici encore, c'est les hommes. C'est les hommes qui sont le problème. Comme dans beaucoup de cas. Tout était clair si ces avions étaient acquis pour Camerco. Pourquoi les attendent? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe avec les 25 milliards? Puisqu'on en a à se poser des questions. Voilà. Donc, l'entreprise fait son plan. Il dit, si j'ai 25 milliards, je me déploie. J'acquiers ceci, j'acquiers cela, je fais ceci. Nous avons tous vu à la télévision la signature de la convention. Tout. Oui. L'argent ne sort pas. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Il faut demander aux membres du gouvernement, parce que c'est là-bas, chez les membres du gouvernement, que c'est bloqué. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on donne cet argent maintenant, alors que tout était signé? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a demandé à Camerco de produire un bilan de ses comptes pour voir comment fonctionne l'entreprise? Madame la journaliste, au moment où on signe l'accord d'un prêt, je ne sais pas si on se comprend. On signe que je vous accorde le prêt, c'est qu'on a rempli toutes les conditions. C'est après comment on va demander d'autres conditions. Vous avez vu ça où? Vous avez souvent vu ça vous? En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça peut être une illumination de dernière minute, c'est-à-dire qu'on se dit, je n'ai jamais on a tellement envie de sauver l'entreprise, mais il y a peut-être un détail important qu'on a laissé. Je n'ai jamais vu que l'on a signé tout. C'était très laborieux, arriver à cette convention. C'était un travail long. C'est pas quand ça se signe que ça a commencé. Oui. Ça a duré de longs mois. Alors, pourquoi maintenant quand on signe, on ne libère pas? Ah, wow, franchement... cette illumination, c'est une illumination d'illuminatus. D'accord, donc cet argent, d'après ce que vous nous dites, n'est pas donné et là on a difficilement les raisons. Ça prouve quand même qu'il y a un désaccord entre l'État et Camerco. Mais ce qu'on appelle vraiment l'État, tout le monde c'est l'État, Camerco c'est l'État aussi. Oui. Donc dites certains membres du gouvernement. C'est comme ça que moi je présenterai ça. Oui. Certains membres du gouvernement, je ne sais pas dans quelle logique ils se trouvent. Et ben, ce sont eux qui savent pourquoi. Mais je vous dis que Camerco, je l'ai dit sur un plateau de télévision, il ne faut pas être surpris qu'il y ait des incendies l'un jour. Parce que ce que les DG, notamment les deux premiers blancs ont fait, les dégâts qu'ils ont causés là-bas,
Tout ça peut le sortir d'un jour à l'autre. Il y en a qui n'ont pas intérêt. Qui n'ont pas intérêt à ce que certaines choses ressortent. Je vais vous dire quelque chose, un petit calcul comme ça. Je peux vous montrer un journal? Bien sûr. C'est permis? Bien sûr. C'est un journal itinéraire. C'est un gratuit, il ne vous fait pas concurrence. Oui. Qui parle de beaucoup de choses. Il est spécialisé transport et tourisme itinéraire. Quand je vais vous le laisser, vous pourrez vous imprégner de ce que c'est que ces accords aériens et puis beaucoup de choses. Je vais vous parler par exemple de la 5e liberté qu'on a accordée à Emirates. En 2 secondes. Une pareille 5e liberté accordée à Emirates, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer Camerco. Pendant ce temps, il y a notre groupe qui dit de ne pas donner les 25 milliards à Camerco, mais de les donner à une compagnie privée. C'était ça. C'était ça. Ne donnez pas ça à Camerco, donnez ça à une compagnie privée. Donc, c'est une compagnie privée. Compagnie privée pour faire quoi? Pour faire le transport domestique. Oui. Ne donnez pas ça à Camerco. Donnez ça à une compagnie privée qui a fait domestique. Et le texte, la lettre de ce monsieur désigne la compagnie privée dont il est question, une relation personnelle à lui, un fonctionnaire. De l'autre côté, on donne la 5e liberté. Déjà depuis, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'était la mise à mort de la Camerco. 5e liberté de Emirates. Emirates, qui vient ici en 5e liberté, c'est-à-dire que Emirates va faire ici sa base commerciale. Quand on connaît la puissance financière de Emirates, vous ne pourrez pas. Air France avait lutté contre la 5e liberté de Emirates. C'est dit dans ce journal, vous allez le voir, c'est itinéraire. C'est dit là, vous allez voir comment Air France a combattu la 5e liberté de Emirates, a dénoncé. Ça se dénonce partout. Mais c'est passé ici, c'est en train de se passer. J'espère que nous allons réagir de façon adéquate. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi qu'on confie aujourd'hui le transport domestique à une entreprise privée? En soi, l'État, comme on l'appelle, l'État est libre de choisir, de confiner, de dire que la Camerco va faire le régional et l'intercontinental. Le domestique confié à... Mais je suis le transport aérien, vous avez dit que je suis le transport aérien. Je suis le transport aérien, madame la journaliste. La mission, le transport aérien domestique, même dans le pays développé, est, comme on le dit vulgairement, politique. C'est du social. C'est très difficile de faire des tarifs adaptés. C'est-à-dire, ça coûte tellement cher que les nationaux n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour acquérir un billet d'avion du Sudan 737 Boeing de Douala, par exemple à Garoua ou à Maroua ou à Ngaoundé ou à même à Yaoundé. C'est ça très très difficile. Donc, l'État est obligé d'intervenir pour subventionner ce réseau. Et c'est l'État qui est légitime pour défendre l'intérêt, assurer et défendre l'intérêt général. Confier ça en compagnie privée, le privé est là pour chercher du bénéfice. C'est très compliqué. Mais ils sont puissants qu'ils le fassent. À la fin, à la bord de la Camer, on a pris tout maille pour le faire. Ça n'a pas marché. C'est l'État et l'État seul qui peut assurer cette liaison-là. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts qui pensent que Camerco est une entreprise beaucoup trop politique et les exemples que vous citiez tout à l'heure le prouvent assez bien. Il y a une grosse mainmise de certains membres du gouvernement dans la gestion de Camerco. Donc ces experts pensent qu'aujourd'hui, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est tuer complètement la Camerco et créer une compagnie commerciale indépendante ou alors tout simplement ouvrir le capital pour que Camerco arrête d'être l'entreprise de l'État, mais que ça devienne une entreprise purement commerciale. Qu'est-ce que vous en dites? Mais Camerco est déjà commercial. Camerco est commercial. Camerco fait quoi? Camerco n'est pas une société politique, c'est pas une société de bienfaisance. Mais dans la gestion, c'est ce qui se passe. Mais écoutez bien. Il ne faut pas que ces experts, je ne sais pas de quelle expertise ils ont suivi leur formation. Là où j'ai fait mes formations, dans ce domaine-là, j'ai dit il ne faudrait pas se laisser tromper par les pays occidentaux qui vous parlent de compagnies aériennes privées. Madame la journaliste, le transport aérien de niveau dit 1, c'est-à-dire vol programmé, vol machin, je pars demain à 10 heures, quel que soit. Madame, c'est très difficile. C'est l'affaire des États. Oui, mais c'est l'affaire des États, M. Yango. Ouais. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on ouvre le capital? Parce qu'en même temps, les problèmes de gestion qu'on décrit, on peut, en ouvrant le capital, les résoudre quelque peu. Au privé? Au privé, bien sûr. Mais où est le problème? Mais qu'on le fasse donc. Et qu'on apporte cette voie privée. Mais je veux vous dire qu'à la Cameroun, on a fait l'expérience.
Il y avait eu 2 privés dans le conseil d'administration. Ils sont venus suivre leurs intérêts. Privé ne veut pas dire bonne gestion. Ni public qui veut dire mauvaise gestion. C'est les mêmes hommes. C'est les mêmes hommes. Et les privés camerounais, montrez-moi, vous les connaissez, ceux qui gèrent leurs entreprises de façon orthodoxe. Mais ce n'est pas obligé d'être des Camerounais, ça peut être des expatriés. Très bien. Des professionnels du secteur. Je dirais Dieu merci. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'avec eux, on va appliquer les textes. Vous comprenez? Ils ne viendront jamais mettre leur argent dans une affaire où vous êtes libre de faire venir des compagnies étrangères en désordre. Avec ces privés étrangers, professionnels du secteur, je suis sûr que la loi 2013/010 sera appliquée. Tant que cette loi n'est pas appliquée, Camerco n'a aucune chance. Comme la Camer n'avait aucune chance. Tout ce qu'on raconte là, c'est vraiment, je ne sais même pas d'où sortent cela. On fait, chiffre à l'appui. Je vous ai donné une analogie. Est-ce que vous serez d'accord que l'on vienne prendre l'or ou le diamant du Cameroun, on l'amène ailleurs? Je crois que votre réponse est non. Exactement la même chose. Vous ne serez pas d'accord que l'argent généré par le marché camerounais de transport aérien, une compagnie étrangère vienne prendre tout cet argent et amène l'argent chez lui, chez elle, cette compagnie. Une simulation comme ça. Je l'ai fait avec M. Ngamo, qui avait beaucoup apprécié. On prend une compagnie qui a 7 fréquences par semaine, c'est-à-dire 365 jours par an, qui vient avec un avion de 300 places. Oui, 300 places. Parce qu'il y a du marché. Il vient avec un avion de 300 places tous les jours. 300 places. S'il vient avec 300 places, c'est qu'il entend à se remplir au moins 150. 100. Et 300 en haute saison. Si on prend rien que 50 passagers dedans, générés par le Cameroun, on laisse son marché à lui, lui vient ici avec ses 100 ou 150, le Cameroun génère seulement 50 passagers. Fois 300 000 francs, c'est des hypothèses plus que basses. Fois 300 000 francs, vous avez 5 milliards de francs et des poussières que le Cameroun aura généré, aura donné à cette compagnie étrangère, qu'elle aura emmené dans son pays pour se développer. Vous comprenez? Voilà 5 milliards pour 50 passagers. Pour les autres, comme les Turkish, les Royal, j'ai pris 30 passagers. C'est dans les 2 ou 3 milliards de francs que vous aurez généré, quand quelqu'un va prendre et amener chez lui. C'est pas normal. Ça ne se fait nulle part au monde. Nulle part au monde, vous ne verrez ça. Il ne laisse rien dans le pays. Maintenant que je vous ai dit ça, il y en a qui vont me dire demain, mais dis donc ce que tu as dit là, M. Yango, c'est fort, hein? Nous, on ne voyait pas ça. Non, non, ils voyaient. Ils savent ça là-bas à Yaoundé. Vous comprenez? Ils ont fait ces calculs. Et pourquoi, d'après vous, donc? Parce qu'on vous dit qu'ils Parce que ça leur rapporte de l'argent dans leur poche à eux, madame. Oui. Point barre. Point barre. Et quand on a vécu comme ça pendant combien d'années? Comptez depuis 1998. Maintenant, vous venez créer une nouvelle loi qui va donner tout ça à la Camerco. S'ils peuvent affaiblir Camerco, pourquoi ne le feraient pas? Pourquoi ne le feraient pas? Puisque rien ne les empêche de le faire. Ils sont tout puissants, ils le font. Je vais vous donner un cas, et c'est comme ça. Je vous prends 50 passagers seulement générés par le marché camerounais par jour pour cette compagnie-là. Oui. Et ça, c'est des hypothèses, je vous dis, ridicules, risibles, plus que basses. 5 milliards de francs que ça va générer à 300 000 francs. Je laisse le fret aérien. Oui. Non, cet argent va dans les poches des gens. Ils savent, ils l'ont fait. Ils ont fait ces calculs. Puisque déjà au temps de la Camer prenait une partie, ce n'était pas des royalties, c'est des contreparties commerciales, dans le cadre des principes que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas des royalties. Les royalties, c'est pour l'État. C'est une contrepartie commerciale qui revient de plein droit, à l'instrument désigné pour le transport aérien par l'État. Parce qu'il négocie. On peut se dire, bon, l'État vous dit, bon, écoutez, moi, ton commerce là, moi, je m'entends avec tel petit pays d'Europe, il faut qu'il vienne ici. Maintenant, allez vous entendre. Ouais. Très bien. On s'entend que, bien, écoute, comme il faut que tu viennes ici, tu viens, jusqu'à tel nombre de passagers, tu prends. Au-delà, tu me verses ceci. Oui, ça on l'a abordé tout à l'heure. Alors, on va sortir de cette émission, mais avant, peut-être on va dire un mot sur Air Cemac, hein, c'est l'autre actualité. Parce que Camerco vous l'a dit, vous l'avez dit, vous pensez que ça peut marcher, même si les éléments qu'on a sous la main font croire que non.
Alors, RCMA qui devrait bientôt lancer, d'après ce qui a été annoncé, vous pensez que c'est un projet qui pourra tenir? RCMAC. Je suis à l'aise. Bon, c'était un plaisir malsain quand j'ai suivi l'abandon de ce projet. C'était un plaisir. Pourquoi malsain? Pourquoi malsain? En tant que citoyen, en tant qu'homme, j'aurais bien aimé voir RCMAC. Mais maintenant, le plaisir, c'était parce que sur une autre chaîne de télévision, j'avais annoncé qu'RCMAC ne verra pas le jour. La dernière année où on a annoncé que ça va se lancer en janvier, je vais dire à la journaliste, une de vos consoeurs, que le transport aérien de niveau 1 ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on ne verra pas le jour en janvier? Elle s'en souvient encore, votre collègue, votre consoeur là. Elle me le dit souvent. RCMAC, on parle de ce que l'union fait la force. Hein? Quand on se met ensemble, on est fort. Mais le problème d'RCMAC, quelle est l'union qui fait la force, madame la journaliste? C'est l'union des petites forces qui fait une plus grande force. L'union des faiblesses ne fait pas la force. L'union des aveugles n'apporte même pas la myopie. C'est faux. Il fallait d'abord que tous ces pays de la CEMAC s'asseyent, se regardent dans les yeux et regardent que moi, tel pays, je ne peux pas faire une compagnie de transport aérien de niveau 1. Pourquoi est-ce que ma compagnie a fermé? Je crée ceci, ça ferme. Je crée cela, ça ne vit même pas. Ça ne vit même pas comme la caméra a vécu ici pour dire que c'est les hommes. Non, là-bas, ce ne sont pas les hommes qui sont le problème. C'est la dimension du pays, sa dimension géographique, sa dimension démographique, sa dimension économique. Ils ne peuvent pas. Il faut être sérieux, il faut être courageux et dire je n'ai pas les moyens de faire une compagnie aérienne. Et maintenant, on se met ensemble et on dit bon, de nous tous, hein, voici celui qui peut faire une compagnie aérienne. Dis donc, c'est toi qui est bien placé pour faire. Faisons ensemble avec toi. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et dans ce cas de figure, RCMAC avait des chances. Maintenant, évidemment, quand on dit compagnie communautaire, il faut une vie communautaire. Où est la vie communautaire en RCMAC? Vous partez ici tranquillement, vous allez prendre l'avion à Libreville, sans qu'on vous casse les pieds, à Malabo? Vous pouvez? Non. Alors, il n'y a pas de vie communautaire. Quand vous allez faire une compagnie communautaire, donc on fait d'abord une vie communautaire, comme je l'ai vu à la CEDEAO par exemple, l'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas de compagnie communautaire, mais qui a pourtant une réelle vie communautaire, qui n'a pas de compagnie communautaire. Alors c'est celui qui n'a pas une vie communautaire qui lance la compagnie communautaire. Très bien. On ne sait jamais. Il y a la magie, il paraît. Cela n'a donc pas marché. Et le jour où des dirigeants sérieux vont s'asseoir et reconnaître la situation de leur pays respectif, et reconnaître qu'il y en a peut-être un qui peut faire une compagnie, RCMAC aura des chances, à condition d'abord d'avoir une vie communautaire. D'accord. Merci, monsieur Yango, d'être venu sur ce plateau. On en a appris beaucoup, notamment sur la manière souterraine dont cette entreprise fonctionne, la gestion des différents directeurs généraux. On a peut-être aussi pu en apprendre un peu plus sur la distraction des fonds, parce qu'on se demandait bien où va tout cet argent qui est accordé à Camerco. Merci. Peut-être souhaiteriez-vous dire un dernier mot avant que nous ne refermions cette émission? Oui, je dois dire, je l'ai dit, quand quelqu'un est chef, il est chef. Le chef de l'État a voulu certainement réparer l'erreur, c'était une erreur commise, on lui a fait commettre de la fermeture de la Camer, et a lancé Camerco, qui mérite, le pays mérite d'avoir une compagnie aérienne. Ce que je peux dire au chef de l'État, si jamais ma voix peut être faite et de celle qu'on entend, c'est de ne pas se laisser distraire par ces... Mais qu'on fasse un travail approfondi, sérieux. Il a déjà sorti une loi. Cette loi, à elle toute seule, donne à Camerco des chances de vivre. À elle toute seule. Maintenant, il faudra peut-être l'accompagner par d'une bonne gestion. Mais cette loi, elle toute seule, donne à Camerco des chances de vivre. Camerco a le droit, le Cameroun a le plein droit économique et commercial de rêver d'une compagnie aérienne de niveau 1. Parole du syndicaliste. Ce ne serait pas le cas, je le dirais aussi. Oui. Mais c'est le cas. Parole du syndicaliste qui, lui, œuvre plutôt pour la sauvegarde des emplois, finalement. Non. Pourquoi ces emplois soient sauvegardés? Il faut que l'entreprise vive. Oui. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit viable. Si elle n'est pas viable,
c'est pas la peine de rêver. D'accord, Mais les merci. Voilà, c'est la fin de Je cette vous remets émission. itinéraire. Oui, merci. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. Passez une très bonne nuit. À bientôt.